Bonjour à tous et à toutes. Je suis Cécile Sakai, je suis professeure de littérature japonaise à l'Université de Paris et également traductrice littéraire. J'ai donc le plaisir d'évoquer aujourd'hui un chef-d'œuvre de la littérature japonaise que j'ai traduit en français et qui s'intitule Journal d'un vieux fou de Tanizaki Junichiro. J'ai pu également le commenter en japonais dans le cadre du cycle animé par Monsieur Murakami Ryota, Lire la France. Et je précise que la présentation en japonais diffère de la présentation en français, bien entendu. Tanizaki est donc l'une des figures les plus importantes de la littérature japonaise du XXe siècle. Né en 1886 à Tokyo, décédé à l'âge de 79 ans en 1965 à Yugawara. Nous parlons là d'un écrivain exceptionnel qui a su exploiter avec brio toutes les ressources du style et toutes les potentialités de la fiction pour créer des histoires parfois drôles, parfois émouvantes, toujours surprenantes, toujours étranges et profondes. De nombreuses traductions sont parues en français aux éditions Gallimard depuis les années 1960, pour ne citer que les œuvres les plus connues: Le tatouage, Un amour insensé, Éloge de l'ombre, Bruine de neige, sous le titre de Quatre sœurs initialement, La clé, sous le titre de La confession impudique initialement, etc. Je voudrais raconter une brève anecdote qui montre la réception de l'œuvre de Tanizaki chez les intellectuels en France. Lorsque Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, invités par des universités japonaises, ont séjourné donc au Japon en 1966, ils avaient si bien lu et admiré l'œuvre de Tanizaki qu'ils ont voulu rencontrer la veuve de l'écrivain étant décédé en 1965, donc l'année qui précédait. C'est donc en 1990 qu'a vu le jour le projet de republier cette œuvre magistrale dans la collection prestigieuse de la Pléiade. Et après plusieurs années de travail d'une équipe dirigée par les professeurs Jacqueline Pigeot et Jean-Jacques Thiudine de l'Université de Paris-Diderot, 2 volumes sous le titre de Tanizaki œuvres sont parus en collection Pléiade chez Gallimard en 97 et 98, offrant ainsi aux lecteurs français plus de 3000 pages de lecture aux amateurs. Plusieurs des titres ont d'ailleurs été republiés en édition folio. Je vous montre juste, bien sûr, donc les volumes en question. Il y a donc 2 volumes. Voici le tome 2, voici le premier tome. Je les montre dans le bon sens. Bien sûr avec des coffrets. Voici, il y a de quoi passer plusieurs mois de lecture, bien sûr, avec ces œuvres. Et ceci donc a été, pour beaucoup des œuvres les plus importantes, republié dans les nouvelles versions en collection folio, et c'est le cas de Journal d'un vieux fou, que j'ai eu donc le plaisir et la chance de traduire moi-même dans ce cadre. Alors, cette œuvre a été publiée initialement au Japon entre 1961 et 1962 dans la revue Chuo Koron, et a été éditée en 1962 donc chez Chuo Koron, exactement la même année. Il est à noter que les illustrations qui ont accompagné le feuilleton et qui ont donc orné la reliure de l'ouvrage sont dues à Munaka Tashiko, qui est l'un des plus grands artistes et graveurs sur bois de cette époque. La première traduction de Journal d'un vieux fou date de 1967 et elle est due à Gaston Renaudot. Le projet Pléiade offrait ainsi l'occasion d'actualiser ces traductions et, à vrai dire, donc, de les refaire complètement, car les critères de traduction évoluent totalement sur plusieurs décennies. Nous avons ajouté à cela des œuvres inédites, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, et donc c'est un ensemble très complet de l'œuvre de Tanizaki que nous avons pu présenter ainsi aux lecteurs français. Alors tout d'abord, je voudrais présenter également une brève biographie de Tanizaki pour les lecteurs potentiels à venir qui ne le connaîtraient pas encore très bien. Tanizaki donc est né dans les quartiers populaires de Tokyo. Son père était un imprimeur, mais qui subit divers refus
revers de fortune, le jeune homme parvient malgré tout à mener d'excellentes études et il intègre l'université impériale de Tokyo, dont il ne termine pas la formation. Il quitte avant terme, happé par la vie littéraire. Mais cette expérience de l'Université impériale de Tokyo lui sera extrêmement importante, puisque c'est là qu'il rencontre et qu'il échange avec l'élite intellectuelle et littéraire de cette époque. C'est dans ce contexte qu'une de ses premières nouvelles, Le tatouage, Shisei en japonais, publié en 1909, attire immédiatement l'attention de la critique pour l'originalité de l'intrigue, l'atmosphère à la fois érotique et fantastique du récit, enfin un style d'ores et déjà parfaitement ciselé. La vocation est confirmée et Tanizaki devient alors écrivain à temps plein d'un courant qui a pour nom l'école de l'art pour l'art et qui est évidemment donc une école qui met en scène la valeur esthétique donc, au centre des préoccupations de l'expression littéraire. En 1923, le grand séisme de Tokyo, du Kanto, va bouleverser la vie de l'écrivain qui va fuir la capitale pour choisir de vivre véritablement dans l'autre région importante du Japon, autour de Kyoto et Osaka. Il y restera pour l'essentiel de sa vie. Et ce départ n'est pas seulement anecdotique, car Tanizaki, une fois installé dans cette région du Kansai, va s'inspirer des nouveaux lieux, des nouvelles coutumes, des nouveaux parlers aussi, dialectaux, qu'il va introduire au fur et à mesure dans ses œuvres de création. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il passe dans une semi-retraite, qu'il va travailler à deux grandes œuvres. L'une est la traduction en langue moderne du roman du Genji, cet immense roman donc, du début du XIe siècle. Et l'autre est l'élaboration continue d'un roman qu'il avait commencé à publier au début de la guerre du Pacifique et que la censure lui a interdit de poursuivre, qui n'est autre que Sasame Yuki, donc première traduction sous le titre de Quatre sœurs, deuxième traduction donc accessible en volume Pléiade sous le titre de Brune de neige, qui est donc un roman majeur de l'œuvre de Tanizaki. Après la défaite japonaise, Tanizaki renoue avec son public et des œuvres toujours très structurées, très fortes, très puissantes, quoique très diverses, du roman historique au roman de mœurs, en passant par des séries de nouvelles et des pièces de théâtre, vont être publiées de façon très énergique par Tanizaki. Et parmi ses chefs-d'œuvre les plus tardifs, on compte donc La Clé, premier titre Confession impudique, et Le journal d'un vieux fou dont je vais vous parler plus précisément maintenant. Alors, Journal d'un vieux fou est un journal, comme le titre l'indique évidemment, journal tenu par un certain Utsugi Tokusuke, vieil homme de 76 ans, qui consigne jour après jour les menus épisodes de sa vie quotidienne. Patriarche fortuné, sa vie se décline autour de deux obsessions majeures. D'un côté, la vieillesse, la maladie et la mort qui l'effraient et qui parsèment le journal de crises et d'incidents, autour d'une panoplie infinie de thérapies, de médicaments, de médecins, d'infirmières. De l'autre, la passion quelque peu lubrique et très fétichiste que le vieil homme éprouve à l'égard de la jeune épouse de son fils, c'est-à-dire sa belle-fille, Satsuko, passion qui va le conduire de folie en folie, comme de lui offrir une bague excessivement onéreuse, sertie d'une pierre appelée œil de chat, en échange de quelques baisers dans le cou volés, avec l'accord de la belle, avec l'accord de l'intéressé, il faut le préciser, dans la salle de douche. Il faut souligner que l'ensemble est porté par un regard ironique, incluant le protagoniste lui-même, autrement dit, une autodérision, une autocritique sans pitié, mais humoristique, traverse l'ensemble du journal. Ce sont autant de respirations, de sourires un peu crispés, qui permettent de supporter les drames de la vie jusqu'à la disparition que l'on devine. Thanatos et Eros forment ici un couple indissociable, puisque l'exaltation va conduire Otsugi
à vouloir faire graver sur sa future pierre tombale l'empreinte du pied de sa belle-fille, sur le modèle des empreintes sacrées du pied du Bouddha, pour éprouver éternellement le plaisir d'être foulé à ses pieds. Cette séquence, qui est, il faut le dire, très subversive, culmine dans une scène fascinante quand le vieil Utsugi, dans une chambre d'hôtel, réussit à convaincre sa belle-fille de le laisser manipuler ses pieds pour les ancrer d'encre rouge et les imprimer ainsi en des dizaines d'exemplaires. Le stratagème échoue lamentablement, il fallait s'y attendre, et le vieillard s'écroule. Je ne vous raconterai pas la suite, mais évidemment, il y a une suite à cette affaire. J'aimerais, après avoir vu quelques images, attirer votre attention sur ces extraits de l'œuvre en japonais. Il s'agit d'une combinaison entre les sinogrammes, idéophonogrammes, kanji, donc en japonais, et les katakana, qui composent l'un des syllabaires du japonais, combinaison aujourd'hui très rare, puisque les katakana servent à transcrire les mots d'origine occidentale aujourd'hui. Ce style masculin renvoie notamment aux textes officiels avant la Seconde Guerre mondiale, et il marque historiquement ce roman, renforçant la vraisemblance d'un journal écrit par un homme âgé, en décalage avec son temps. Précisons que cela ne facilite pas non plus la compréhension par des lecteurs japonophones aujourd'hui, même si au bout de quelques pages d'efforts, ils finissent par s'habituer à cette forme. Dans tous les cas, nous ne pouvons absolument pas transposer cette particularité dans une traduction en langue alphabétique, comme vous pouvez l'imaginer. On pourrait certes utiliser une autre typographie, comme les italiques, mais celle-ci ne saurait rendre compte des multiples strates culturelles qu'exprime l'écrit en japonais. Certains écueils de la traduction franco-japonaise ne peuvent ainsi pas être surmontés, épreuve qui correspond pour moi à cette phrase du philosophe Paul Ricoeur, je la cite: « Le deuil de la traduction absolue fait le bonheur de traduire ». C'est ce qu'il écrit dans un essai intitulé Défis et bonheur de la traduction, qui a été publié en 1997 et repris dans un recueil qui s'intitule Sur la traduction, paru chez Bayard en 2005 et que vous pouvez lire si vous le souhaitez, qui est passionnant bien sûr. La traduction, c'est un deuil, mais c'est aussi, au contraire, la capacité de se glisser dans l'univers d'un auteur, dans le monde si complexe, si paradoxal, si provocateur du grand Tanizaki. En tant que traductrice, je me suis ainsi beaucoup amusée à entrer dans la peau d'un vieil homme affolé au soir de sa vie. Se glisser dans cet univers et le transmettre au lecteur, c'est une chance que de pouvoir contribuer à cela, pouvoir vous inviter à le lire ou à le relire 60 ans plus tard. C'est une œuvre immense qui résiste au temps. Il y a un roman de Kawabata, Les Belles Endormies, qui a le même motif, c'est la relation entre un vieil homme et une jeune femme. Pourriez-vous parler de la relation entre deux romans? Alors, pour répondre à cette question sur ces deux écrivains, Kawabata et Tanizaki, et la proximité de leur thématique à la fin de leur vie, puisque Kawabata publie à peu près dans les mêmes années Les Belles Endormies, qui est un autre chef-d'œuvre tardif, un très grand auteur, eh bien, je dirais qu'il n'y a pas, en tous les cas, eu d'échange entre ces deux écrivains. Ils se sont trouvés donc à la tombée de leur existence à réfléchir autour, évidemment, de leur propre expérience et de cette épreuve essentielle de la vie, si l'on peut dire, qui est ce passage vers la mort. Et d'une manière très différente et extrêmement exemplaire chacun, ils l'ont traité dans leur fiction. Et on peut dire assez schématiquement les choses suivantes. Chez Kawabata, il y a une approche extrêmement sombre, négative, morbide, mais finalement naturelle de cette question, avec une mise en scène qui met ensemble, en effet,
un vieil homme face à de très jeunes filles. Chez Tanizaki, au contraire, on a une lutte, une résistance, un- une bataille acharnée donc de ces vieillards, de ce protagoniste, pour échapper à la mort. Et la présence féminine est là une aide pour résister à cette mort. Donc du côté de Tanizaki, on a la recherche de la force, de la puissance, de la vie. Du côté de Kawabata, l'on a au contraire l'acceptation, la résignation face à cette mort. Donc voilà comment on pourrait qualifier de façon un peu, encore une fois, schématique et simple, ces deux œuvres. En tous les cas, les lire l'une après l'autre est une expérience, je pense, très intéressante. Merci et à bientôt.